Radio Fribourg, Coin de ciel. Bon et beau dimanche à toutes et tous. Soyez les bienvenus dans cette émission Coin de ciel que je suis ravi de partager avec vous, ainsi qu'avec Anne et Benjamin Roduit, qui est conseiller national. Ces deux Valaisans ont décidé l'an dernier de vivre une année différente qui les a emmenés sur les chemins de Saint-Jacques, en Haïti, au Grand Saint-Bernard et en Afrique. Ils racontent leur aventure, leurs expériences, leurs joies et leurs doutes dans un livre intitulé Une année différente, paru aux éditions Saint-Augustin, et ils sont avec nous ce matin. Nous sommes avec vous, Anne et Benjamin Roduit, pour parler de cette année différente. Peut-être pour commencer, pourquoi une année différente finalement ? Alors en fait, on a de la peine à donner une explication unique et claire. Même encore aujourd'hui, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? Il y a de nombreuses raisons. Si je prends sur mon plan personnel, avec un engagement professionnel, politique aussi important, j'aspirais à un engagement autre, d'un point de vue social, humanitaire aussi. Et puis on sortait aussi d'une campagne aux élections fédérales qui est toujours très dense, mais aussi difficile pour notre vie familiale, pour notre vie de couple, et sans peut-être l'exprimer à ce moment-là, au moment de la décision, mais peut-être que nous aspirions aussi à nous retrouver ensemble, même 24 heures sur 24, sur une longue durée pour des projets communs. Anne, vous avez suivi ou c'était un projet de couple vraiment ? J'ai plutôt suivi mon mari en fait, parce qu'il était clair que s'il allait vivre quelque chose d'aussi intense et différent, c'était pas possible qu'il le vive sans moi. Ça aurait été dangereux pour notre couple et c'était important que je sois avec lui pour ça. Ça commence par Saint-Jacques de Compostelle, par le chemin, où tout n'est pas facile d'ailleurs pour le couple aussi. Mais ce début, Saint-Jacques, c'était une préparation, c'est ça, il fallait se dépouiller. Exactement, on n'amène pas ces problèmes auprès de gens qui sont dans le besoin et pour lesquels il faut avoir énormément de présence, d'écoute. Donc dans un premier temps, notre cousin Gilles Roduit, qui est à l'origine en fait de toute cette année différente, lorsqu'on lui avait demandé s'il y avait la possibilité de l'accompagner en Haïti, il nous a dit oui, c'est tout à fait faisable, mais il faut vous préparer, il vous faut vous dépouiller. Et effectivement, le chemin de Saint-Jacques nous a aidé à le faire. Ce chemin, Anne, on vous le dit dans le livre, on passe à un moment donné de randonneur à pèlerin. Quelle est la différence ? Comment ça se passe ce chemin ? Comment est-ce qu'on fait cette transformation-là ? Pour nous aussi, au départ, on nous disait tout le temps, vous verrez, vous allez, on se dit, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va tout d'un coup changer, etc. Mais c'est vrai qu'au fil des jours, bon, il a fallu du temps, mais après, je dirais 3 semaines à 1 mois de marche, c'est vrai que on passe du randonneur. En fait, le randonneur, le touriste, souvent visite. Par contre, le pèlerin est visité. Et c'est vrai au niveau des rencontres, au niveau des lieux qu'on a côtoyés, c'est assez merveilleux, ce qu'on a pu vivre. Et puis aussi, on dit, le touriste exige et le pèlerin remercie. Et on l'a vraiment vécu à fond avec tout notre corps, notre tête, notre cœur. Parce qu'au début, moi je me disais mais où est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va dormir ? Les premiers jours c'était l'angoisse de se dire qu'est-ce qui va se passer. Et je trouve qu'à la fin, mais on était tellement contents de trouver ce qu'on trouvait, c'était juste merveilleux. Alors des jours c'était mieux l'accueil, des jours c'était plus difficile, mais chaque fois c'était cadeau quand on arrivait. C'est une question finalement de confiance qui vient avec le temps ? Je pense, de confiance, le corps doit s'habituer, la tête doit s'habituer. Moi, j'ai beaucoup dû lâcher. C'était très difficile pour moi de partir. Et voilà, je crois que tout se fait vraiment gentiment, petit à petit, comme on marche un pied devant l'autre. Et quand on se retourne, on voit un chemin parcouru qui est énorme. Je crois que dans la tête, le chemin se fait aussi vraiment.
Vous avez parlé de rencontres, vous aviez ce bâton de pèlerin qui est signé par les personnes que vous rencontrez en chemin. Ces rencontres, ça participe aussi au dépouillement? Absolument, parce que lorsqu'il y a une première rencontre, alors on échange des banalités. Ensuite, lorsqu'on se revoit avec tel ou tel pèlerin, peut-être 2 ou 3 jours plus tard dans un refuge, ou alors cheminant avec lui, on va plus en profondeur. On commence à se livrer les uns et les autres, et cet apport réciproque, eh bien, nous aide à relativiser peut-être nos propres problèmes, nos propres préoccupations, à voir qu'il y a beaucoup de détresse aussi et de recherche chez chacun d'entre nous, en tout cas de ces gens qui entreprennent un si long chemin pour Saint-Jacques. Dans ce sens, oui, la rencontre était certainement l'un des éléments de préparation les plus importants pour ensuite, auprès des personnes en difficulté, d'être vraiment réceptif. Il y a ce dépouillement alors, mais il y a aussi un détachement, parce qu'on en parle comme si vous étiez parti 3 jours vous promener quelque part, mais c'est autre chose. Anne, votre maman était souffrante, vous alliez devenir grands-parents. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un petit déchirement quand même? C'était pas quelque chose de facile, on imagine. Non, ça a été très difficile, ça a été très douloureux. Quand je suis partie sur les chemins, on est parti de la maison, donc de Saillant, mais à chaque jour je me disais, mais certainement je vais devoir rentrer, parce que maman va aller très mal, etc. C'est très très douloureux et très difficile. Et pour moi, c'est vrai qu'en tant que maman, c'est difficile aussi de laisser mes enfants, même s'ils sont grands, nos enfants, c'était très très douloureux. Mais il était nécessaire de le faire? Qu'est-ce qui est nécessaire dans la vie? C'est de donner du sens à notre parcours, et puis de répondre aussi à certains appels. La phase de décision, par exemple, a été, somme toute, très rapide. Et après coup, c'était la seule manière de faire pour se lancer dans une telle aventure. Si vous faites la liste de tous les avantages et les inconvénients dans ce type de projet, vous ne réalisez jamais rien. Louez le serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Anne et Benjamin Redu, on parle avec vous ce matin de votre année différente sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle notamment, mais ça c'était une préparation pour Haïti. Alors Haïti, c'est évidemment un autre univers, c'est un tout autre monde. Est-ce que vous étiez bien préparé? Est-ce que Saint-Jacques vous a permis d'arriver dans de bonnes conditions, un bon état d'esprit en Haïti, où la réalité est certainement plus douloureuse qu'en Europe? Alors je dirais qu'on n'est jamais complètement préparé à être confronté à la souffrance, la maladie, la pauvreté, la misère qui va au-delà de la pauvreté, et puis bien sûr la mort. Par contre, je pense qu'on avait effectivement des outils précieux qu'on a pu mettre en œuvre sur place, et en lien aussi avec une structure qui est celle des Sœurs missionnaires de la charité, absolument admirable. C'est des petits bouts de femmes, la plupart proviennent des Indes, et elles sont toutes petites mais remplies d'énergie. Et puis alors, bien sûr, cela nous motivait, même si on faisait des erreurs, même si parfois on se sentait inutile aussi. On était dans un hôpital, nous ne sommes pas médecins, on n'est pas issus du milieu de la santé, mais on s'apercevait qu'à travers des gestes très simples qu'on nous a appris, auxquels on nous a appris aussi à accorder de la valeur, eh bien, finalement, on pouvait être aussi performant. Alors, bien préparé, oui, en partie, mais la part de surprise de chaque rencontre et de chaque situation était certainement encore plus forte. Parlons de ce sentiment d'inutilité, justement, parce que vous en parlez dans ce livre. On vous sent quelquefois un peu démuni par rapport à ces malades. Vous devez poser des gestes que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Quels étaient vos sentiments, justement, quand vous étiez face à des situations inhabituelles où vous deviez agir maladroitement le mieux possible, Anne? Alors je dirais que sur ce plan-là, le chemin de Saint-Jacques m'a beaucoup aidé. Parce que finalement, sur le chemin de Saint-Jacques, on a dû s'habituer à ce qui vient au quotidien. Et là, on a trouvé des choses encore différentes. Et ce sentiment d'inutilité, moi, je l'ai eu à plusieurs reprises. Mais chaque fois, c'est vrai que les sœurs nous confortaient en nous disant, mais c'est très important que vous soyez là. Moi, j'ai passé des journées à étendre du linge, j'ai passé des journées à remplir les registres des malades parce qu'elles n'avaient pas le temps de le faire, les sœurs. Je crois qu'on était précieux juste par notre simple présence. Un malade, un jour, m'a dit, j'étais à son côté quand il a reçu son repas.
Et puis j'ai dit, je te laisse manger, puis je m'en vais. Et puis il me dit, non, reste ici, parce que c'est beaucoup plus important, cette discussion que j'ai avec toi, plutôt que ce repas que j'ai finalement tous les jours. La présence, c'est quelque chose de magique. La présence humaine complète la présence divine, parce qu'on est toujours dans un milieu quand même où la foi est très ancrée. Bien sûr, et par instant, je me demandais, mais est-ce qu'on peut se passer de la foi dans de telles situations, hein, lorsque vous avez un adolescent de 13 ans pris par une crise pulmonaire, hein, et qui décède dans mes bras, hein, voilà, tout d'un coup il part. Si on n'a pas la foi, on se dit mais quel est le sens de tout ça, que ce soit le personnel plus ou moins formé dans le domaine médical, que ce soit les sœurs, que ce soit nous deux, hein, face à l'injustice en fait, hein, de la mort d'un adolescent, on se sent complètement perdu, et c'est à ce moment-là qu'on se dit oui, il y a peut-être un ordre des choses qui nous échappe, et puis une confiance à avoir aussi dans le divin. Vous l'avez dit avant que vous partiez, nous en reparlez à la fin du chapitre, on ne revient pas indemne. Comment est-ce que vous êtes revenue en fait, Anne? Alors je suis partie complètement angoissée, et je suis revenue en me disant que j'avais appris quand même énormément de choses. J'ai appris à prendre les choses comme elles viennent, j'ai appris à lâcher prise, et puis à plus pouvoir toujours tout gérer, parce que je voulais toujours tout gérer, j'arrivais jamais à tout faire. Et finalement, je me dis que je fais ce que je peux au quotidien, en étant très très humble. Il y a aussi un autre rythme, ça c'est quelque chose qui revient dans toutes vos expériences, que ce soit le chemin de Saint-Jacques, Haïti, ou le Bénin plus tard, ou le Grand Saint-Bernard. Le temps est différent, on sent différemment le temps. Absolument, ouais. Les priorités sont données sur l'autre, sur le sens que je mets dans les tâches, même les plus humbles, que je réalise, et cela passe par effectivement un rythme beaucoup plus lent. Mais plus que le rythme, je parlerai d'une attitude d'esprit que j'essaie de préserver, puisque à mon retour suite à mes activités politiques à nouveau très intenses, je pourrais donner l'impression d'avoir complètement oublié ce temps étalé dans la durée que l'on a rencontré, que ce soit à Haïti, en Afrique, ou Saint-Bernard. Mais en fait, dans mon état d'esprit, j'essaye de chaque fois d'avoir une maîtrise de ce temps, de ne pas me laisser emporter par l'émotion peut-être d'un rendez-vous manqué, ou alors tout d'un coup de quelque chose d'urgent à faire, mais qui, avec un petit peu de recul, me fait dire que ce n'est pas si urgent, et puis que ce que je suis en train de faire, c'est exactement ce que je dois faire à ce moment précis. On a parlé de confiance aussi, mais est-ce qu'à quelque part on n'en vient pas, ce qui peut être le pendant négatif de la confiance, à relativiser un petit peu les choses, alors qu'il se passe des choses qui sont quand même graves ou profondes humainement aussi? En fait, je prendrai l'exemple des Haïtiens. Alors, ils ont confiance dans le divin, mais cette confiance, c'est une confiance qui est joyeuse, hein. C'est une espérance. On les voit presque toujours sourire, chanter. Deux expressions revenaient très souvent dans leur bouche. C'est grâce à Dieu. Et si Dieu le veut, hein. Par exemple, lorsque le matin, je saluais un malade, n'étant pas certain de le retrouver en vie, il me répondait toujours, oui, je vais bien, grâce à Dieu. Et le soir, lorsque je quittais les malades, en leur souhaitant bonne nuit, il me disait, oui, si Dieu le veut. Et donc, c'est pas une confiance naïve ou un fatalisme, en fait. C'est vraiment une relation au divin qui fait que le Créateur, prévoit quelque chose de bien pour moi, même si sur le moment je ne comprends pas, lorsqu'une population entière a été soumise à des cataclysmes, lorsque vous êtes soumis à l'injustice des dictateurs, vous avez de quoi être sombre. Mais là, on a rencontré l'attitude contraire, en disant, je ne comprends pas ce qui se passe, mais certainement l'ordre des choses a été voulu pour que ce soit ainsi, et que cela me soit favorable. C'est une confiance inspirante. C'est juste impressionnant, quoi. Ce côté positif, c'est exceptionnel. On peut pas comprendre ça, en fait, quelque part, ça vient d'ailleurs, moi je pense, vraiment. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui qui siège là-haut, mais il abaisse
recevons Anne et Benjamin Reduit qui ont vécu une année différente, qui est passée par les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, par Haïti déjà, et qui se poursuit au Grand Saint-Bernard. Anne, pourquoi ce passage au Grand Saint-Bernard? On imagine que le changement est déjà radical avec Haïti. C'est vraiment le changement des contrastes. On passe de 40 degrés à moins 20 déjà. Au niveau de la température, c'est incroyable. Aussi au niveau du calme, il n'y a pas de bruit. À Port-au-Prince, toute la nuit, on entendait du bruit, on entendait chanter, on entendait des chiens dans la cour parce que c'est une ville qui n'est pas sécuritaire. On se trouve au Saint-Bernard, il n'y a pas de bruit toute la nuit. Je me disais, mais je suis où? On sait que la porte est ouverte, mais il n'y a pas de danger de vol ou de choses comme à Port-au-Prince. C'est vraiment les contrastes, c'est incroyable, quoi. Mais une fois de plus, là, ce ne sont pas des vacances. Non, en aucun cas, puisque nous avions prévu une année différente et les différents projets se sont mis en place comme Apples. Et voilà qu'il y avait une belle période, en l'occurrence l'hiver, où nous étions entre deux continents, en fait, entre Haïti et l'Afrique. Et dans une discussion avec le prieur de l'hospice du Grand Saint-Bernard, on s'est dit, mais pourquoi pas, finalement, œuvrer, faire ce travail qu'on fait sur les autres continents, mais ici pour des personnes qui viennent à l'hospice aussi avec une certaine recherche, une volonté d'écoute, de trouver peut-être des réponses aussi à certaines questions, et tous par notre présence et par des tâches alors tout à fait simples, eh bien on s'est dit oui, c'est absolument dans la ligne de notre année différente. Mais ces personnes que vous rencontrez, justement, elles sont très différentes de celles que vous avez rencontrées en Haïti. Est-ce que c'est un peu le même genre de personnes que celles que vous avez rencontrées sur le chemin de Saint-Jacques? C'est des personnes souvent, c'est vrai, qui sont en recherche d'absolu, des fois des cabossés de la vie, qui font vraiment une démarche je dirais, plus profonde. Et moi, je comparerais aussi avec les gens qu'on a côtoyés en Haïti, où en Haïti, on a trouvé beaucoup de pauvreté, des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont manger à midi et qui sont pleins d'espérance, pleins de juste la joie qu'on leur dise bonjour. Et à l'hospice, je dirais qu'on a rencontré une autre pauvreté, cette pauvreté des gens on a tout ce qu'on veut chez nous, mais on est quand même le pays où on a le taux de suicide le plus élevé au monde, donc il y a quand même une grande détresse, je pense au niveau affectif, au niveau de l'écoute. Donc je dirais l'hospice est une grande oreille où les gens viennent se confier. Il y a vraiment des discussions impressionnantes et la communauté là-haut sont des gens qui écoutent beaucoup. Et là, votre présence, alors, elle a amené un secours pareil, ou similaire, on va dire, à ce qu'elle a pu apporter aux Haïtiens? Non, on n'a pas la prétention non plus d'avoir remis sur un chemin des personnes qui étaient égarées. Bon, on pense qu'avec simplement quelques discussions, quelques petites phrases bien senties. Je me rappelle une fois avoir dit à l'une des personnes qui était quand même dans une phase difficile de sa vie, qui avait fait un séjour prolongé à l'hospice de plus d'une semaine, et je lui ai dit, mais tu sais, parfois il y a des rêves qui se réalisent, donc ça vaut la peine d'en avoir plusieurs. Et peut-être que cette phrase, a servi de déclic à cette personne dans des situations présentes ou futures. Et puis, changement de décor, il y a l'Afrique. Alors, normalement, le but prévu, c'était le Congo, où vous deviez retrouver le chanoine Guy Luisier, que nos auditeurs connaissent bien, puisqu'on l'a eu plusieurs fois dans cette émission, qui a connu un certain nombre de mésaventures du fait de l'instabilité et des violences dans sa région. Donc vous allez plutôt au Bénin où vos tâches vont être un peu plus en adéquation avec ce que vous savez faire, entre guillemets, ce que vous avez toujours fait, donc dans l'enseignement, mais ça reste de nouveau quelque chose de très différent. Tout d'abord, il faut dire que la décision de renoncer au voyage au Congo a été très difficile, sachant que le père Luisier était même en danger, et que l'on ne pouvait en tout cas pas constituer de nouvelles cibles en le rejoignant. Mais assez rapidement se présentait à nous un projet absolument similaire, et qui est en lien avec effectivement notre formation. C'était de visiter des classes, donner notre point de vue sur le type d'enseignement qui était donné, donc bien sûr à l'attention des directions. Et puis également de former des stagiaires qui aujourd'hui, ils étaient au nombre d'un peu plus d'une vingtaine, travaillent dans des écoles primaires, des fondations que nous avons visitées. Et là, Anne, ce que vous découvrez, c'est un enseignement qui est totalement différent par le contexte, par l'enseignement lui-même, de ce qu'on connaît chez nous.
Oui, c'est vrai que les classes, au niveau matériel, il n'y a presque rien. Il y a un tableau noir qui est à moitié abîmé. Ils ont des petites des ardoises pour écrire, c'est tout, avec une craie, même pas une chacun. Ils ont pratiquement rien. Mais on a trouvé des enseignants qui sont preneurs et qui ont envie d'apprendre des nouvelles choses. C'était vraiment très intéressant, quoi. Et dans ce livre, Une année différente, vous posez cette question, à un moment donné, qui sauvera le monde? Alors, une première réponse, c'est le médecin, peut-être. Une deuxième réponse, c'est l'enseignant. Une troisième réponse, c'est le forgeron. Alors, lequel des trois sauve vraiment le monde? Ah, mais chacun d'entre nous sauve le monde. Vous, en tant que journaliste, un enseignant, un paysan, etc. Et c'est vrai que là, c'était une rencontre qui était très forte avec le forgeron du village. Nous avions organisé sur le terrain une visite pédagogique avec les stagiaires et les élèves. Et lorsqu'un élève a posé la question au forgeron, mais pourquoi est-ce que vous faites ce métier? Il a répondu, parce que je sauve le monde. Et ensuite, il a bien sûr expliqué que c'était le temps des pluies, la saison des pluies, qu'il était en train de confectionner des outils pour ses parents qui pouvaient travailler dans les champs et donc faire pour pouvoir cultiver le manioc, et donc à sa manière il sauvait le monde, et pour tout le monde, mais en tout cas pour moi en particulier, eh bien ça a été une très très belle leçon. Chacun, là où il se trouve, est appelé à sauver le monde à travers son métier, à travers ses activités quotidiennes, à travers sa manière d'être. Ce qui répond aussi à une question que vous vous posez plus tôt dans le livre, quand vous êtes en Haïti. Vous demandez, est-ce que c'est à nous, à notre niveau, ou est-ce que ça ne devrait pas plutôt dépendre des gouvernements d'apporter une aide pour améliorer la situation? Alors, vous êtes aussi conseiller national maintenant, ce n'était pas le cas au moment du voyage. Est-ce que vous avez plus d'influence pour améliorer le monde en tant que politicien ou bien en tant que personne, qu'individu? Je place l'individu en premier plan, parce qu'on s'aperçoit que dans l'aide au développement, il y a beaucoup de bonne volonté, mais aussi de maladresse qui sont faites. Et dans une discussion approfondie avec le responsable de la fondation pour laquelle nous avons travaillé, il nous a montré des exemples contre-productifs. Par exemple, alors on apporte de l'argent, on investit. Je prends l'exemple d'un puits. Voilà, c'est très précieux, bien sûr, pour une population locale de pouvoir un accès direct à l'eau. Mais ensuite, l'organisation concernée s'était retirée. Et puis dès la première difficulté technique avec le puits, les gens l'abandonnent en disant oui, il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'eau, donc on fait à nouveau jusqu'à 5 km chaque matin pour aller chercher de l'eau ailleurs. Et ça, c'est désastreux comme rapport avec les populations locales en termes de développement. Alors, comme individu, ça, j'ai pu le vivre sur le terrain. J'ai vu que souvent, dans la relation directe avec les personnes concernées, déjà de comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent, quels sont leurs besoins, eh bien peut-être que nos aides, même modestes, sont plus efficaces. Puis alors maintenant, à l'échelle d'un politicien, je travaille avec la DDC, je travaille avec des organismes internationaux pour dire, commençons par l'essentiel. Et pour les pays en voie de développement, l'essentiel, c'est la formation et la santé. Il faut déjà assurer ces deux aspects-là. Et progressivement, on peut effectivement faire quelque chose de bon dans le domaine du développement. Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière il relève le frêle. Il retire le pauvre de la cendre. Comme il siège parmi les princes de son peuple, il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de cette ville. Anne et Benjamin Reduit, vous avez donc voyagé sur les chemins de Saint-Jacques, vous avez voyagé en Haïti, au Bénin, vous êtes allé au Grand Saint-Bernard pour donner de votre temps. Je crois que c'est comme ça qu'on peut aussi résumer les choses. Il y a une question qui vous a été posée certainement plusieurs fois, vous la citez une fois dans le livre à votre retour, c'est « Alors maintenant, vous reprenez la vie normale. Est-ce qu'on peut reprendre une vie, on va mettre des guillemets, normale ?» Qu'est-ce que ça veut dire, vie normale? Je ne sais pas si c'est ici en Suisse qu'on vit normalement ou ailleurs dans le monde, parce que partout où on a été, c'est quand même bien différent de chez nous. Moi, personnellement, ce que j'essaie de garder, c'est vraiment garder présent tout ce qu'on a vécu. Ça veut dire
tu t'adaptes à ce qui t'arrive dans la vie, quoi, au quotidien. Tu sais pas de quoi demain sera fait. Essaye de prendre le plus positivement possible tout ce qui arrive et surtout de bien vivre finalement le moment présent, là où je suis. Mais est-ce que c'est possible à faire? Parce que ce qu'on vit en Haïti ou au Bénin, ou même au Grand Saint-Bernard, on le vit dans un rythme qui est différent, avec des obligations horaires qui sont différentes. Peut-être qu'au Grand Saint-Bernard, c'est différent avec le rythme des prières, qui est quand même un horaire à tenir. Est-ce qu'on peut vraiment appliquer une façon de vivre différente dans notre monde qui est quand même exigeant? C'est vrai qu'ici, c'est plus difficile parce que souvent, on n'a pas le temps. Finalement, ici, on vit à 100 à l'heure et puis il faut y aller. Mais je dirais que on peut garder quand même un peu dans l'esprit cette idée de dire, même si on se dépêche, on fait sur le moment ce qu'on doit faire et puis sans réfléchir à ce qu'on aurait dû faire ou ce qu'on devra encore faire dans la journée. C'est ce que j'essaye, je dis pas que j'arrive, mais j'essaye modestement de chaque jour de le faire, quoi. C'était une année différente. Est-ce que l'âne et le Benjamin qui sont revenus sont différents de l'âne et du Benjamin qui sont partis? Très probablement. Cette formule nous a été donnée par notre fils cadet lors de la prise de décision, peut-être pour rassurer toute la famille. Je leur ai dit, mais vous savez, ce n'est qu'une année, et à notre retour, on reprendra nos activités, etc. Et c'est lui qui, avec un petit sourire en coin, a dit, mais après une année différente, vous revenez forcément différent. Alors, la différence, se voit dans des petits gestes pratiques. Par exemple, nous avons renoncé à une deuxième voiture. Et c'est pas évident, avec des responsabilités. Très souvent, on doit justement communiquer pour savoir quel est le programme de l'un et de l'autre, et ça c'est très positif. Peut-être qu'on prend moins de rendez-vous sur la journée en sachant qu'on n'a qu'un seul transport en commun dans le couple. Et puis notre exemple pratique lié toujours à la route, lorsque je suis pris dans un bouchon et puis que je vois que je n'arriverai pas à mon rendez-vous, je suis serein. Ça sert à rien de m'énerver, ça n'ira en tout cas pas plus vite. Et puis il y aura un autre rendez-vous qui remplacera celui-là, et puis ça doit se passer comme ça doit se passer. Anne, est-ce que vous avez changé en une année? Ouais, c'est un grand mot, changer. Je dirais que c'est plutôt... je veux garder tous ces contacts que j'ai eus, j'y pense. Le matin, en me levant, je me dis, mais ouais, la chance que j'ai d'avoir une maison que j'ai. Je me lave les dents, j'ouvre le robinet, il y a l'eau qui coule. Je me dis, mais quel bonheur. L'année passée, il n'y avait pas de l'eau, il y avait pas de poubelle, il y avait des déchets partout. Chez nous, on a un pays qui est propre, on a une école qui est super adaptée. J'ai juste envie de dire, mais ne nous plaignons pas parce que c'est juste magnifique, c'est tout ce qu'on a. C'est aussi une démarche que vous avez faite à deux. On en a évoqué quelques-unes, il y a eu beaucoup de rencontres. Est-ce que vous vous êtes aussi rencontrés l'un l'autre, que ce soit sur les chemins de Saint-Jacques, que ce soit au Grand Saint-Bernard, que ce soit au Bénin ou en Haïti? Mais évidemment, peut-être sur le chemin de Saint-Jacques, nous avions un moment privilégié dans la journée, c'était l'après-midi. Chaque après-midi, on se remémorait une année de notre vie, puisque nous avions à ce moment-là 54 ans, puis il y avait 54 jours de marche, donc ça convenait très bien. Et c'est impressionnant de voir quel degré de confidence encore nous sommes entrés, alors que nous nous connaissons depuis plus de 30 ans, c'était notre 30e année de mariage, mais chaque fois il y avait des découvertes nouvelles, soit par rapport à la famille en ce qui me concerne d'Anne, soit par rapport à son adolescence. Vraiment là, on a pu se découvrir encore plus. Oui. Peut-être une question pour terminer, parce qu'on approche de la fin de cette émission déjà. C'était une année différente. Alors maintenant c'est peut-être une année normale, avec cette interrogation toujours sur ce qu'est la normalité. Est-ce qu'il y aura d'autres années différentes? Je crois que chaque année est différente. Déjà à notre retour, nous avons eu la chance, je dirais, de pouvoir écrire un livre, c'est-à-dire de pouvoir exprimer ce qu'on avait vécu, parfois de manière différente aussi, avec des corrections apportées par l'un et par l'autre. Ça, c'était déjà une démarche différente. Et puis ensuite, cette désignation au Conseil national fait que on part encore dans une autre année différente. Je crois que chacun d'entre nous est appelé à vivre sans cesse des années différentes. Les événements, les rencontres font que finalement notre vie va se compliquer ou se simplifier, mais ne sera jamais complètement
acquise, maîtrisée. Et ça peut être là, en ce qui me concerne, eh bien l'enseignement le plus fort de toute cette année, c'est que il faut lâcher prise, mais, et ça c'est une pensée d'Alexandre Jolien, le philosophe, il faut savoir lâcher, même le lâcher prise. Anne, on vous laissera le mot de la fin. Qu'est-ce qui vous a le plus enrichi au cours de cette année différente? Voilà, un ami prêtre nous avait dit, mais vous verrez que Dieu sera toujours présent. Et je crois que c'est ça que je garde, c'est qu'il était là au quotidien, avec toutes les joies, toutes les peines, toutes les difficultés qu'on a vécues. Il était là et je pense qu'on a vraiment reçu de grandes grâces et de grandes aides tout au long du chemin et de la route et de toutes ces rencontres. Un grand merci à Anne et à Benjamin Reduit d'avoir partagé leur année différente avec nous. Et grand merci à vous également d'avoir été à notre écoute en ce premier dimanche matin d'été. Vous avez toujours, vous le savez, la possibilité, si vous voulez réentendre ce témoignage, de demander un enregistrement de l'émission en appelant le 026 422 18 91. Nous fermons ici ce coin de ciel et je vous souhaite à toutes et tous un très bon dimanche ainsi qu'une merveilleuse semaine à l'écoute de Radio FR. Radio Fribourg, Coin de ciel. Radio FR, Radio Fribourg. Sonnez les matines, les cloches d'ici et d'ailleurs avec Mike. La saveur de cette cloche est incomparable. Coulée en 1518 par des fondeurs genevois, elle sonne encore et toujours aujourd'hui dans le clocher du temple de Nyons. Et cette vénérable demoiselle de bronze n'est pas la seule à donner de la voix sur la côte vaudoise. Lui tiennent effectivement compagnie 6 autres cloches à l'histoire tourmentée. 2 d'entre elles, coulées au 15e et 17e siècle, ont été trimballées durant des années avant d'être reléguées au musée. Ce n'est que depuis 2 ans que la sonnerie du temple de Nyons est riche de 7 cloches. Vous les entendez toutes à l'unisson ce matin sur Radio Fribourg. Cette cloche a l'histoire peu commune. C'est la sonnerie du temple de Nyons sur la côte vaudoise que j'ai eu le plaisir de vous faire entendre en ce dimanche matin pour notre dernière séquence avant la pause estivale. Mais les cloches d'ici et d'ailleurs continuent de résonner tout au long de l'été sur ma page internet quasimodo-sonoredecloche.ch. Très belle journée à tous.